Bonjour, bonjour, Excellences, Mesdames, Messieurs. Je suis extrêmement heureuse et honorée de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui dans dans un speech que vous entendrez dans quelques instants. Mais avant cela, j'ai plusieurs excuses à vous présenter. La première, c'est celle de m'exprimer en français. C'est préférable pour vos oreilles et peut-être même pour votre compréhension. Et donc, je sais qu'il y a d'excellents traducteurs qui seront absolument parfaits pour traduire ce que j'ai à dire. La deuxième excuse vient d'une erreur dans l'agenda qui fait qu'il y a une interversion entre la différence d'heure de Paris et de Riyad et que par conséquent, je ne pourrai malheureusement pas répondre en direct aux questions que vous auriez la très grande bienveillance de bien vouloir me poser. Mais bien entendu, j'y répondrai avec le plus grand soin dès lors que vous aurez eu la gentillesse de les inscrire dans le chat et cela me sera transmis. Vous allez dans quelques instants entendre la présentation que nous avons enregistrée pour éviter toute difficulté d'ordre technique compte tenu de la distance. Mais je voudrais juste ajouter deux ou trois mots. Vous dire d'abord toute l'importance que j'attache à vos travaux parce que il est essentiel que des régions comme les vôtres, qui sont particulièrement concernées par le sujet non seulement de l'environnement, mais de l'énergie, s'intéressent comme vous le faites aujourd'hui, investissent comme vous le faites aujourd'hui dans les énergies renouvelables. C'est le sens de l'histoire et c'est très important que le leader pétrolier que vous êtes s'y inscrive. On peut tout à fait comprendre les difficultés que peut rencontrer un pays qui a eu sa construction économique qui s'est très largement faite sur une ressource comme le pétrole, devoir évoluer et réduire la part de cette ressource dans la construction globale de son économie. Mais c'est le sens de l'histoire et c'est très important que vous puissiez vous y inscrire. Et puis, j'en parlerai assez longuement dans mon intervention, vous le verrez. Nous sommes en face d'un mouvement mondial de justice climatique qui est extrêmement important et qui, jusqu'à maintenant, n'a pas touché les pays du Moyen-Orient. J'ai regardé, avant de m'adresser à vous, sur la carte qui a été publiée par le Programme des Nations Unies en janvier 2021, qui fait le point de tous les procès climatiques dans le monde. Il y en a entre 1500 et 1600, donc c'est quand même beaucoup. Il y a une quarantaine de pays qui sont concernés. Il n'y en a aucun dans votre région. Je pense que c'est assez symbolique du fait que, bien sûr, les crispations ne sont pas les mêmes que dans des pays qui ont une vision un petit peu différente, mais le fait qu'il y a un mouvement planétaire et que, bien sûr, votre pays, comme les pays du Moyen-Orient, ne pourront pas rester à l'extérieur de ce mouvement planétaire. Et donc, je suis particulièrement intéressée et admirative aussi de l'effort que vous faites dans cette transformation. Voilà, je ne veux pas être plus longue dans mon propos. Vous allez maintenant entendre le texte que j'ai enregistré. Et encore une fois, je vous présente toutes mes excuses pour ce contretemps lié à mon impossibilité de répondre aux questions. Merci infiniment de votre attention et très bon colloque. Now you can make the video in. Bonjour. Je suis extrêmement honorée de participer à cet événement et vous suis très reconnaissante, Excellences, Mesdames, Messieurs, de m'y avoir conviée sur un sujet qui est tout à fait majeur que de voir l'Arabie saoudite s'intéresser aux énergies renouvelables alors qu'elle est le deuxième producteur mondial de pétrole et probablement de gaz également. Mais je pense que ce faisant, elle s'inscrit dans l'histoire
qui est en train de changer pour toute l'humanité, une histoire qui est faite du passage du pétrole aux énergies renouvelables dans un laps de temps qui reste bien sûr à déterminer. Je rappellerai d'abord quelques éléments factuels. Les déclarations de Fatih Birol sur la feuille de route 2030 de l'Agence internationale de l'énergie il y a quelques jours, qui prévoit une chute de la production de pétrole de 75% et une baisse de 8% de la demande mondiale en énergie en 2050, époque à laquelle les énergies renouvelables représenteront, selon cette agence internationale, 90% du mix énergétique. Le fait que, selon cette même agence, le peak oil conventionnel ait été atteint en 2008 et une étude récente publiée par Shift Project pour le ministère des Armées français estime que la production baissera de 10 à 20% dans le monde avant 2030. On assiste également à une accélération des phénomènes de dérèglement climatique avec des augmentations de température dont l'Arabie saoudite, comme d'autres pays du Moyen-Orient, n'est évidemment pas absente, avec des températures extrêmement importantes, même si on n'a pas atteint les 81 degrés qui avaient été atteints en 2003 à Dharan. Et enfin, des engagements de plus en plus forts des pays dans le cadre des accords de Paris, je reviendrai sur ce point, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et donc leur consommation d'hydrocarbures et de gaz. L'Arabie saoudite, je serai très modeste sur ce que je vais en dire parce que mes connaissances sont faible, mais quand même, je tiens à souligner le fait que ce pays s'est engagé dans le plan Vision 2030 dans une diversification de l'économie pour redéfinir la place du pétrole avec un certain nombre de mesures qui vont dans l'encouragement de l'efficacité énergétique, l'augmentation de la part des renouvelables qui devait atteindre 10% de l'électricité en 2020 et un très gros programme photovoltaïque, ce que l'on comprend parfaitement dans un pays qui est doté d'un ensoleillement de la nature du vôtre. Ce que je voudrais dire dans le temps qui m'est imparti, c'est la justification complète de cette politique du fait de la transformation juridique dans le monde liée à ce que l'on appelle la justice climatique, mais aussi à l'incidence que celle-ci peut avoir sur les droits nationaux. Qu'est-ce qu'on appelle la justice climatique? Je renvoie à un rapport des Nations Unies publié en janvier 2021 qui explique que dans le monde aujourd'hui, il y a plus de 1500 affaires qui concernent la justice climatique dans 38 pays, dont 1200 aux États-Unis. Ces affaires juridiques, qui sont des procès, tout simplement, peuvent concerner des États, mais également des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces procès? Concernant les États, des contestations sur l'application ou la non-application du droit par les États, c'est le cas aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Pakistan, en Inde, en Colombie, en Suisse, en France ou en Allemagne. Sur l'insuffisance des mesures d'adaptation, sur l'incapacité de planifier ou de gérer des événements climatiques extrêmes, on trouve des cas en Amérique du Sud, en Suède, aux États-Unis, en Angleterre et en Autriche. S'agissant des entreprises elles-mêmes, on trouve différents types de procédures, des procédures pour fraude dans la non-divulgation d'informations sur le risque climatique ou des informations trompeuses de la part des entreprises, le refus de prendre des mesures préventives, on trouve cela notamment dans des procès en Asie du Sud-Est, en France et aux Pays-Bas, des procès sur la responsabilité des entreprises pour les dommages causés du fait du dérèglement climatique, on trouve des procès de ce genre notamment en Amérique du Nord et en Allemagne, et enfin la lutte contre ce qu'on appelle l'éco-blanchiment des entreprises et leur échec dans l'adaptation, voire par exemple une décision récente du tribunal du district fédéral de Boston, d'une association Conservation Law Foundation contre Exxon pour les insuffisances dans les mesures prises pour adapter un terminal pétrolier à la hausse des précipitations. Dans tous les cas de figure, on retrouve des discussions autour du droit et de la science dans l'attribution des responsabilités et parfois la saisine de juridictions internationales pour éclairer l'action.
quelles sont les décisions les plus marquantes qui ont été rendues? Je dirais que depuis quelques semaines, nous assistons à une accélération de décisions rendues en ce qui concerne la justice climatique, avec des décisions extrêmement contraignantes jusqu'à présent à l'égard des États et depuis le 25 mai 2021 à l'égard des entreprises, avec la décision rendue par le tribunal de La Haye sur laquelle je reviendrai, intitulée Milieu Defensie. Les grandes décisions qui ont été rendues: Urgenda en 2019 pour la Cour suprême des Pays-Bas, Grande-Synthe en France par le Conseil d'État, Cour fédérale de Karlsruhe, 27 mars 2021, et enfin Cour confédérale d'Australie, 27 mai 2021, Sharma. Les dates que je viens de citer montrent comment on assiste vraiment à une accélération. Quels sont les principes et les règles appliquées par ces différentes juridictions? Tout d'abord, les règles qui concernent les accords de Paris. Nous savons tous que les accords de Paris sont une convention internationale, à ce titre adoptée par tous les États partis, mais si c'est une convention et à ce titre-là obligatoire, le contenu des accords de Paris est lui-même extrêmement souple, et il a fallu trouver des arrangements entre les différents pays qui avaient des intérêts économiques tout à fait différents et des visions tout à fait différentes, de telle sorte que les engagements qui sont pris, qui du reste nous emmèneraient à une température de plus de 3,5 degrés à la fin du siècle, alors que je rappelle que nous visons 2 degrés maximum, voire 1,5 degré, ne sont pas des engagements contraignants. Et pourtant, nous assistons à un certain nombre de décisions qui ont transformé ces engagements en engagements contraignants. C'est le cas de la décision Urgenda aux Pays-Bas, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la première à avoir été rendue dans ce domaine et qui a contraint l'État des Pays-Bas à réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins 19%, ce qui était prévu à l'origine, à moins 25%. C'est la première décision, la décision, je dirais, initiale, contraignant les États à respecter des engagements qui, au départ, n'étaient pas contraignants. La seconde décision est la décision qui a été rendue en France par le Conseil d'État dans l'affaire Grande-Synthe, qui est une commune située sur le littoral français et qui est menacée d'être recouverte partiellement au moins par les eaux au cours du XXIe siècle. Dans cette décision, le Conseil d'État a considéré que les engagements qui avaient été pris par la France à la suite des accords de Paris, intégrés dans le droit interne français, étaient des engagements contraignants et que la France devait apporter au Conseil d'État la preuve qu'elle était en capacité d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés. C'est une première étape. Une deuxième décision devrait être rendue avant l'été pour répondre à la question: la France a-t-elle fait ce qu'il fallait pour atteindre ses objectifs? Et puis, une troisième décision, plusieurs décisions, notamment sur des infrastructures. On peut citer la décision concernant l'aéroport de Vienne en Autriche ou l'aéroport de Londres en Angleterre, qui sont deux infrastructures dont l'autorisation d'extension a été annulée par le juge parce que faire voler davantage d'avions était incompatible avec les engagements pris par les États en matière climatique. Voilà, donc on voit une ouverture, je dirais, tout à fait grande donnée à ces accords de Paris, et la décision de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, sur laquelle je reviendrai dans un instant, s'appuie également sur ces accords de Paris, que l'on trouve aussi dans des décisions australiennes ou dans d'autres décisions rendues dans le monde entier. Donc on a là un support juridique qui tente à se généraliser. Deuxième base, les droits humains. De plus en plus, les juridictions considèrent que le dérèglement climatique porte en lui un risque pour la vie humaine
et que par conséquent, les individus, les associations, les villes sont en droit de réclamer le respect de ces droits fondamentaux, le premier étant bien sûr le droit à la vie, mais également le droit à la santé, le droit à l'eau potable, des décisions qui ont été rendues par exemple en Colombie ou au Pakistan. Ces droits fondamentaux des humains, tous les humains que nous sommes, sont de plus en plus reconnus dans le monde entier comme étant mis à mal par le dérèglement climatique. Et on en trouve énormément de cas cités dans le rapport des Nations Unies auquel je faisais allusion tout à l'heure. J'en citerai deux zones géographiques très différentes. Une décision nigérienne qui considère que le tribunal fédéral nigérien a considéré, dans le cas d'une torche de méthane pour produire du gaz, qu'il y avait une atteinte portée à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est-à-dire le droit de vivre dans un environnement sain. On trouve le même type de décision du tribunal national indien de New Delhi. Donc, accord de Paris, premier pilier, droits humains, deuxième pilier, et nous arrivons aujourd'hui sur un troisième pilier, qui est tout nouveau, si je puis dire, qui est celui du droit des générations futures. L'intégration dans le droit positif du droit des générations futures est quelque chose d'éminemment nouveau. Non pas qu'on n'en ait jamais parlé auparavant, mais il n'y avait jusqu'à présent aucune décision, surtout au plus haut niveau d'un tribunal, d'une cour fédérale d'un pays, d'une juridiction suprême, pour reconnaître les droits des générations futures. Or, c'est ce qu'a fait la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en jugeant que la loi allemande sur l'énergie était inconstitutionnelle, contraire à la constitution allemande. Pourquoi? Non pas parce qu'elle était insuffisante dans la période 2020-2030, où l'Allemagne a quand même prévu de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, mais sur la période postérieure à 2030, en disant les bouleversements vont être tellement importants que le fait de ne pas dire aujourd'hui comment on fait pour réduire au maximum le poids qu'il va porter sur les gens qui vont vivre en 2030, certains d'entre eux vivent bien entendu déjà aujourd'hui, mais il y en aura d'autres, porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux de ces gens. Et c'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit la question du climat rejoindre celle des libertés publiques. Généralement, on est dans les droits humains, là, on est dans les libertés fondamentales. C'est-à-dire, ce que dit la Cour allemande, c'est les restrictions qu'il va falloir faire pour changer de modèle, pour réduire notre dépendance au pétrole sont tellement considérables que ce sont les libertés elles-mêmes qui risquent d'être mises en cause, et vous ne pouvez pas le faire sans porter atteinte à la Constitution allemande. J'ajouterai que le 27 mai, donc il y a quelques jours, la Cour d'appel fédérale d'Australie a reconnu au gouvernement australien, plus précisément au ministère de l'Environnement, une obligation de diligence envers les enfants du fait de la hausse de la température. Donc, on voit là un nouveau modèle juridique qui apparaît dans un certain nombre de pays du monde, comme si le droit climatique, cette justice climatique, se construisait en quelque sorte par degrés, chaque décision rendue par une juridiction suprême servant en quelque sorte de marche d'escalier pour rendre une autre décision. Mais vous allez me dire quelles conséquences pour l'Arabie saoudite et de manière plus générale pour les États qui ne sont pas concernés par les décisions de justice que je viens de très rapidement rappeler. Il me semble qu'il y en a à deux niveaux. La première, c'est au niveau du droit privé et l'évolution des entreprises. Ce dont je viens de parler concerne essentiellement les États. Mais pour que les États puissent atteindre leurs objectifs, il faut bien entendu que le reste de la société s'organise pour permettre à chaque État d'atteindre ses objectifs, ce qui vise bien évidemment directement les entreprises et singulièrement celles qui sont les plus émettrices
de gaz à effet de serre. Or, il y a eu au cours du mois de mai 2021, de cette année, deux éléments qui me paraissent extrêmement intéressants pour la réflexion générale. La première, c'est la révolution menée par les actionnaires pour la société ExxonMobil aux États-Unis, qui a imposé au conseil d'administration deux administrateurs voulant défendre le dérèglement climatique et par voie de conséquence voulant changer l'orientation de l'entreprise. C'est extrêmement important. La société Total y a échappé de peu en promettant de s'intéresser bien davantage aux énergies renouvelables, tout en gardant un très fort impact, bien entendu, climatique du fait du maintien de la production de pétrole de manière principale, mais il n'en demeure pas moins que c'est un changement d'orientation qui est très intéressant, très important et qui, traitant des très grandes entreprises pétrolières du monde, intéresse bien évidemment indirectement l'Arabie saoudite. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui est une décision de première instance, mais qui a sonné comme une révolution, c'est le jugement Shell qui a été rendu à La Haye. C'est à mon sens la décision la plus révolutionnaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un certain nombre d'associations qui ont saisi le tribunal de première instance de La Haye aux fins de voir contraindre la société Shell, je devrais dire les sociétés Shell, c'est-à-dire la société holding, RDS, et les 1000 et quelques sociétés mères et filiales de cette holding à réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces associations ont obtenu gain de cause. Le tribunal a considéré que RDS devait réduire d'ici 2030 de 45% ses émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi 45%? Parce que les derniers rapports qui ont été faits par le GIEC et d'autres organisations mettent en lumière le fait qu'il faut vraiment impérativement agir dans les 10 ans qui viennent si l'on veut rester en dessous du cap des 2 degrés. Donc, 45% de réduction. Et ce qui est très important, c'est que c'est mis à la charge de la société mère et de ses filiales, non seulement pour elles-mêmes, mais également pour leurs clients. On rappellera que dans les accords de Paris, il y a 3 niveaux, ce qu'on appelle le scope 1, scope 2 et scope 3. Le scope 1 concerne les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise elle-même, ce qu'elle émet pour produire. Le scope 2 intègre les émissions de ses sous-traitants et le scope 3 de tous ses clients. Or, ce qu'a jugé le tribunal de La Haye, c'est en ça que c'est assez révolutionnaire, c'est que les 45% visaient la totalité, donc y compris les clients, ce qui veut dire qu'on exige de Shell qu'ils réduisent drastiquement leur production de manière à ce que les clients eux-mêmes réduisent leur consommation. C'est en cela que c'est révolutionnaire. Bien entendu, je ne sais pas ce que dira la Cour d'appel de La Haye ni la Cour suprême, mais il est incontestable qu'une brèche a été ouverte. Ça, c'est pour le droit privé. Qu'en est-il pour les droits nationaux? Bien, il faut bien voir que les obligations mises à la charge des États, pour lesquelles des décisions de justice sont intervenues, se répercutent sur tout le droit. Et bien entendu, vont obliger ces États à réduire leur consommation, donc leurs achats de pétrole. Et si l'on regarde ce qui est en train de se passer au niveau européen, il est tout à fait clair que l'introduction de ce que l'on appelle la taxonomie européenne constitue une étape extrêmement importante. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un règlement de 2020 qui définit 6 critères et objectifs des investissements durables, c'est-à-dire qu'il ne pourra y avoir de financement européen que pour des investissements durables, des financements publics bien sûr. Quels sont ces 6 critères et objectifs? Atténuer le changement climatique, s'adapter au changement climatique, faire un usage durable des ressources en eau, participer à la biodiversité,
respecter les règles de l'économie circulaire, prévenir et contrôler les risques de pollution. Or, ce qui est très nouveau, c'est que non seulement il faut que l'investissement s'intègre dans un de ces 6 critères, mais de surcroît, qu'il ne porte pas atteinte à l'un des 5 autres. À cette première catégorie, 2 autres catégories s'ajoutent, plus extensives, les activités de transition, pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement bas carbone, mais dont les émissions correspondent aux meilleures performances du secteur et s'inscrivent dans une trajectoire de décarbonation, et d'autre part, les activités habilitantes qui produisent des émissions de carbone pour permettre le développement de secteurs durables. Mais on voit bien que l'Europe, qui est un grand bassin de consommation, plus de 500 millions de personnes, s'inscrit vraiment dans une transition économique, énergétique, dont la finance devient un élément majeur. S'y ajoutent bien entendu les nouvelles orientations du financement international des projets. La Banque mondiale a décidé d'aligner ses financements sur l'accord de Paris d'ici 2023, rejoignant en cela la Banque européenne d'investissement, qui a annoncé en 2020 qu'elle ne financerait plus les énergies fossiles. De plus, la Banque mondiale a décidé de faire passer de 26 à 35% la proportion des financements pour le climat en privilégiant les projets d'énergie renouvelable, de transport public et de gestion des forêts. S'y ajoute, je l'ai dit en introduction, la nouvelle prise de position de l'Agence internationale de l'énergie et les conséquences, bien entendu, que tout cela aura. Il est clair que des pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie saoudite, comme le sont d'autres pays du Moyen-Orient, même si on peut tout à fait comprendre que jusqu'à présent leur économie a été très largement orientée sur la rente pétrolière, ne peut pas rester à l'écart de ce qui se passe dans le reste du monde, et que par voie de conséquence, elle va être impactée, ils vont être impactés, ces différents pays, par ce que font les autres, qui sont bien sûr leurs clients, qui restent leurs clients, parce que le pétrole reste extrêmement utile à nos économies actuellement, extrêmement utile pour l'énergie, mais aussi, bien entendu, pour la chimie et toute la pétrochimie. Et le sera du reste probablement plus longtemps pour la chimie que pour le transport, en raison de l'électrification assez rapide des parcs et du recours à l'hydrogène ou au gaz vert. Mais je crois extrêmement intéressant que les juristes et au-delà, les responsables d'Arabie saoudite puissent avoir connaissance, et je suis sûre qu'ils l'ont bien sûr, de ce qui se passe ailleurs dans le monde pour pouvoir adapter, transformer, sans plus attendre, leur économie de manière à rester dans ce train de la transformation. Et je dirais qu'ils ont, ces pays, un atout majeur, c'est le soleil. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, et je serai bien entendu très attentive à vos questions en essayant d'y répondre le mieux possible. En tout cas, merci de votre attention et merci de cette invitation.